Bonjour, je suis le plaisir aujourd'hui de te présenter Julien. Bonjour Julien. Salut Julien. Donc j'ai fait le voyage jusqu'au Havre. Et voilà. Pour rencontrer Julien. Voilà, donc derrière nous, en arrière-plan, en fait, c'est l'immeuble que tu viens d'acheter. Avec mon père. Voilà. À deux. Et en SCI. Oui monsieur. Voilà, donc pour situer le contexte, on s'est rencontrés, donc c'était il y a presque un an. Quand tu as vendu la formation SCI, la première, voilà. Moi je suivais ton blog Parking Garage depuis un moment, ouais. Parce que je cherchais comme beaucoup de monde un moyen de m'assurer un avenir, voire d'arrêter de travailler peut-être un jour. Et puis quand tu as sorti la formation SCI, c'était un moment où j'en avais besoin en fait, c'est vraiment le timing était parfait. J'avais l'habitude de tes blogs, de tes articles, je trouvais que le niveau était très bon, très professionnel, j'aimais ta façon de présenter les choses, ton honnêteté. Donc j'ai eu confiance et voilà, j'ai acheté la formation et je ne le regrette pas du tout. D'accord, donc ça c'était en février ou mars 2016. Tu vas savoir mieux que moi, je suis très mauvais sur les dates. Non, mais je pense que c'était ça devait être février-mars 2016, donc là on est en octobre 2016. Et tu as eu l'occasion de mettre en pratique la formation. Absolument, je dirais même en fait avant la fin de la formation, j'avais déjà créé ma SCI. Puisque j'étais déjà un petit peu dans le domaine et j'ai eu des opportunités qui ont été présentées par les agents immobiliers avec qui je travaille, deux appartements en centre-ville du Havre, et donc j'ai dit bingo, on y va, on va de l'avant. Donc voilà, j'ai profité de tes conseils pour structurer ça. Je voulais, moi le but était de faire quelque chose à moi-même en nom propre, non avec ma compagne, et de pouvoir mettre mes deux filles dedans pour l'en transmettre. Alors Julien donnera les détails peut-être un jour, mais bref, je fais un métier dangereux, donc le risque de décès est un risque important dans ma vie et je voulais pouvoir laisser quelque chose à mes enfants et leur transmettre avec un impôt faible, voire nul. Donc la SCI a été très bien pour ça et on l'a structuré à travers les différentes étapes que tu m'as expliquées. Donc les enfants dedans, 1% chacune. Et là, la semaine prochaine, je signe le démembrement de la SCI. Donc les 98% que j'avais moi vont être démembrés en fait à 96%. Je garde 2% pour être gestionnaire en nom propre. Okay. Mais donc mes filles auront 2% en nom propre, 96% démembrés en nue propriété, l'usufruit me revenant. Et il ne me reste que 2% au final. Donc ça c'était vraiment comme tu dis, voilà, objectif couvrir un risque, un accident de la vie. Donc tu as l'assurance de prêt parce que tu as financé les appartements à crédit. Donc ça c'est une sécurité. Et la deuxième sécurité c'est au niveau de la transmission où là du coup effectivement en cas d'accident la propriété donc remboursement des emprunts et transmission quasiment sans frais parce qu'aujourd'hui démembrer le bien ça t'a coûté combien de faire le... Alors je le signe la semaine prochaine donc je ne sais pas exactement. Encore, mais bon, voilà. Je pense qu'on est à peine 1000 euros. La taxation est ridicule parce qu'aujourd'hui la SCI a surtout des dettes. Voilà. Donc comme le coût du démembrement se calcule sur la valeur patrimoniale de la SCI, on est à un coût très très faible. C'est principalement de l'écriture, c'est le notaire qui me coûte plus cher puisque les taxes à l'État. Exactement. Parce que forcément, admettons que tu as acheté les deux appartes 200 000 et que tu as un emprunt à 200 000 et ça fait 6 mois que tu as commencé à rembourser, donc tu as peut-être remboursé 2-3 000 euros de capital. Bien sûr. Donc la valeur que tu transmets à tes filles de la nue propriété, c'est à peu près 2 000 euros. Voilà. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de taxation, il y en a une petite, mais voilà, c'est surtout les frais de comptable qui te coûtent. Toi, ça te permet, en ayant l'usufruit, de pouvoir garder les revenus. Absolument. Alors, faut l'écrire dans les statuts, il faut le mettre comme il faut. Donc ça faisait partie des choses que Julien m'avait enseigné, comme plein d'autres d'ailleurs. Mais donc, voilà, on a mis les revenus à l'usufruitier. Donc en fait, et comme je suis gérant, je garde tout contrôle. Voilà. Grosso modo, je fais ce que je veux avec la SCI. J'espère que je me rendrai jusqu'à ma retraite et que je pourrai l'utiliser, que j'aurai pas d'accident de vie. Mais voilà, si ça devait arriver, au moins les choses sont prévues et on est bien avec ça. D'accord. Bon, donc ce que je te disais, le temps que la voisine sorte la voiture, c'est que voilà, tu es relativement jeune en fait pour avoir pensé à démembrer ton bien. Oui. Dans mon expérience et des gens qui ont suivi la formation SCI ou d'autres personnes avec qui je discute, c'est plutôt des projets qu'on fait quand on a 60-70 ans, qu'on arrive à la retraite et qu'on a le temps de s'occuper de ça. Mais toi, du coup, tu as créé une SCI avec donc tes deux filles mineures. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que c'est alors ça a été une longue épopée. J'ai eu à faire beaucoup d'éducation. Beaucoup de banquiers ont tendance à penser que c'est pas possible. Oui.
En fait, ça ne l'est pas. Il faut savoir qu'il y a une jurisprudence qui existe. Si vous en parlez à un avocat, un notaire, un expert comptable, peu importe quel est le professionnel que vous utilisez pour votre immobilier, il peut trouver cette jurisprudence-là et qui est très claire. Le juge de tutelle des enfants n'a rien à voir avec ça. Il y a donc une jurisprudence qui interdit une banque de poser un refus là-dessus. Et la seule chose, donc là, ma banque, je suis au Crédit Agricole, donc ce sont des banques régionales, des caisses régionales, tout le monde connaît ça, se sont référés à leurs grands avocats à Paris, qui a dit simplement, comme je suis caution des prêts à titre personnel, j'ai une clause spéciale qui dit que les 2% de la SCI, donc la dette correspondante qui est à mes filles, c'est quand même moi qui supporte cette dette-là, même si je n'ai que 98% de la SCI, tout simplement. C'est la seule différence. Le reste est exactement comme tout le monde le connaît, comme on pourrait le faire de manière standard. Voilà. Donc ça, il faut éduquer les gens, il faut leur expliquer et il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Donc ça, c'est le côté banquier. Est-ce que ton comptable, il a eu un souci aussi à te faire ça? Parce que le mien, il n'était pas trop chaud. Alors, mon comptable, je dirais que lui, c'était plus une opposition morale. Voilà. C'est quelqu'un avec des valeurs très traditionnelles. Et alors, au début, les 2% dans les SCI, il a trop rien dit. C'est quand je lui ai dit que j'allais démembrer, là, il a commencé à dire oui, bon, elles ont 3 ans et 5 ans, ils vont avoir 98% d'une SCI qui détient plein de choses. Et bon, finalement, ça s'est bien passé. Il a compris que de toute façon, j'allais pas faire marche arrière. Et pour lui, c'est pareil. Dans l'exercice de son métier, ça change pas grand-chose. C'était simplement du point de vue moral où, ça lui posait quelques problèmes d'éthique, on va dire. Et puis bon, un jour, il a rencontré mon épouse, qui est donc dans la SCI à l'heure actuelle. C'est elle qui représente mes filles, Suzanne et Mathilde. Et advenant qu'il m'arriverait quelque chose, c'est également elle qui gérerait tout, avec bien sûr le regard du juge de tutelle. Mais donc, une fois qu'il l'a rencontré, ça m'a comme rassuré. Voilà, il a vu qu'on était bien sur la même longueur d'onde, que j'étais pas en train de faire des choses en catimini de ma conjointe et que tout était fait de manière très claire et très transparente. Donc à partir de ce moment-là, voilà, les choses se sont passées. Ok. Est-ce que vous avez parlé un petit peu éducation du coup, parce que ça fait partie aussi de la morale. Mon comptable m'en a parlé, moi. Ouais, ben lui en fait c'est un problème qu'il a eu avec un de ses clients qui avait fait beaucoup d'immobilier tout au cours de sa vie, qui arrivait sur la dernière partie de sa vie et qui donc était dans la partie transmissive. Et après 2 échecs successifs d'immeubles qui avaient été transférés petit à petit à ses enfants, qui n'ont en fait pas su les gérer, ça se fait très rapidement, ça a périclité, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte du travail que ça représentait, alors que des fois pas énorme en termes de temps, mais il faut prendre les bonnes décisions. Les mauvaises décisions, on vit très longtemps avec, c'est ce qu'on dit souvent dans l'immobilier. Ça faisait partie un petit peu de ce qui lui faisait peur avec les enfants. Alors là-dessus, on l'a rassuré avec Caroline, ma femme, parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il va falloir qu'on éduque nos enfants très tôt à la valeur de l'argent. Je pense une valeur universelle, mais chez nous, elle aura une connotation particulière parce qu'il y aura des biens immobiliers. Donc il faut, je pense, notre point de vue, c'est un peu comme notre éducation. On veut rien imposer. Si on se rend compte que les 2 de nos filles n'ont pas la fibre immobilière et entrepreneuriale, que ça les intéresse pas, je ne sais pas encore quelle option on fera. Est-ce qu'on liquidera tout? Est-ce qu'on trouvera un très bon gestionnaire à qui on donnera un droit de regard suffisamment élargi pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions et mes filles n'auront que des revenus qui seront bien évidemment amoindris du coût de gestion, parce qu'un vrai gestionnaire qui ferait tout à ma place, moi aujourd'hui je suis en gestion, mais on s'entend que ça se limite à la perception des loyers, la mise en location, la mise en location. Donc je fais encore beaucoup de choses moi-même. Il y a des gestionnaires qui font la globalité des choses, donc la rénovation, la vue sur long terme, etc., où on liquiderait. Si c'est pas le cas, on leur transmettra et elles feront la même chose que ce qu'on fait. Voilà. Donc tu as pris en compte les 3 options. Voilà, il y a un processus. Moi, je sais que je prévois à un moment donné, quand mes filles vont commencer à être indépendantes, mais qu'elles ne veulent pas être trop loin quand même, je ferai sûrement l'usufruit d'un appartement. D'accord. Et on leur laissera le choix de l'utiliser comme logement pour faire leurs études et donc passer leurs études de manière très sereine au niveau du logement et de ce que ça coûte, ou elles peuvent l'utiliser pour récupérer le revenu, pour faire autre chose si elles vont étudier à l'étranger ou autre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai prévu, un usufruit temporaire de 5 à 10 ans, qui leur donnerait peut-être un petit coup de pouce pour démarrer dans la vie. C'est pas toujours facile, on a plein de choses à payer au début de sa vie. Et puis au moment où je ferai ça, ça serait un peu le test. On verrait comment ça se passerait. Je gérerais les factures, le ménage, les travaux, se présenter à la fin de l'année quand il faut signer les assemblées générales de la SCI ou les impôts, etc., etc. Puis si là on voit qu'il y a une vraie maturité vis-à-vis de ça, là on mettra la machine en route
pour petit à petit, en profitant des abattements d'impôts, au mieux transférer, tranche par tranche, jusqu'à ce que on n'ait plus rien et qu'on parte 6 pieds sous terre. Voilà. Mais voilà, tout ça c'est prévu et tu t'es laissé. C'est réfléchi, je dirais pas que c'est prévu, il n'y a pas de calendrier, mais on sait où on s'en va. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que tu as une vision suffisamment long terme avec un ensemble de possibilités qui sont qui peuvent s'offrir selon la vie, l'éducation de tes filles, l'avancement, les projets que tu peux avoir toi, mais qu'elle aussi. Et la SCI rentre en fait dans le cadre de ta gestion de patrimoine immobilier, de transmission aussi. J'ai même en fait prévu pour une histoire d'équilibre. Alors là encore, c'est l'expérience d'un client, mon expert comptable, qui me l'a donné. Pour une histoire d'équilibre, si je devais tout transmettre, je vais faire une deuxième SCI très prochainement, qui va être le doublon de la première, et dans lequel je vais essayer d'équilibrer la valeur immobilière équivalente à l'autre. Ok. Parce qu'il y a 3 ans de différence entre mes deux filles, donc je pense qu'en 3 ans, je vais arriver à faire à peu près les mêmes achats que j'ai fait là en un peu moins de 2 ans. Donc les deux SCI auront à peu près le même patrimoine en termes de surface, de mètres carrés, de valeur, avec simplement à peu près 3 ans de différence, qui est la différence d'âge entre mes deux filles. Donc en fait, au final, il y en aurait sûrement une pour Suzanne et une pour Mathilde. Et c'est un peu comme ça que je veux, sur les conseils de mon expert comptable. Voilà. Oui. Parce que c'est vrai que si tu transmets des parts de SCI à tes deux filles, bon, c'est génial parce qu'elles vont avoir exactement le même patrimoine. Oui. Parce que si elles ont 50-50 de la SCI. Mais par contre, effectivement, ça veut dire quand même une entente entre elles. Il y a une obligation d'entente et de gestion commune. Alors que là, si je les sens vraiment matures dans l'immobilier, elles auraient chacune leur propre structure et libre à elles d'en faire. D'en disposer comme elles. Voilà, absolument. Super. Bonjour, allez-y. Passez, nos excuses. Merci. Ok, donc on voit que tu vois, voilà, t'as bien prévu, t'as bien réfléchi tout le truc. Donc effectivement, c'est des choses notamment dont on a discuté en formation et puis comme ça à titre personnel. Du coup, par rapport à la formation, est-ce que tu avais déjà des notions avant? Est-ce que tout ça, le démembrement, usufruit temporaire, mettre des mineurs J'avais des notions. Je dirais qu'il y a tout le vocabulaire qui était dans la formation. Je l'avais entendu à un moment donné ou à un autre. Je ne savais pas toujours ce que ça signifiait, et encore moins le champ d'application et comment les mettre en place. Je savais quand même ce qu'était une SCI. On en avait parlé. Moi, je suis un gros lecteur dans le cadre de mon travail. J'ai beaucoup de temps libre sans mes enfants, donc de longues heures à occuper. Donc, je lis énormément. Donc, je suis beaucoup de blogs comme celui de Julien. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur les SCI, sur l'investissement immobilier, sur la bourse, sur tout un tas de choses. Mais non, la SCI a permis de vraiment synthétiser et de mettre les choses dans le bon ordre. Le cheminement intellectuel que tu as suivi dans la formation, et moi, il m'a complètement convenu. Tu pars vraiment de la base et tu nous emmènes jusqu'à la fin, vraiment dans une complexité fiscale et de structure et de composition à la fin, quand on est prêt, quand on est mûr pour ça. Donc ça a permis, ça a mis les choses en place et en ordre dans ma tête. Maintenant, la SCI, dans ma tête, c'est un outil que je peux composer. Je peux partir à droite, à gauche, commencer étape 2, étape 3, étape 5. Voilà, c'est quelque chose, c'est devenu un outil que je peux utiliser dans tous les sens et pour faire tout ce que je veux avec. Donc, ça m'a vraiment... je suis semi-pro de la SCI maintenant, quasiment. Mais c'est un peu pour ça, pour donner un ordre d'idée. J'étais un connaissant, je savais ce que c'était. Je comprenais que c'était un bon vecteur d'investissement immobilier. Je comprenais un peu l'histoire de la transmission. Je savais toutes les facilités que ça pouvait ouvrir. Mais concrètement, comment est-ce qu'on l'applique? Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on décide? Les différences IR-IS qui sont très nombreuses. Finalement, une SCI à l'IR, c'est quasiment du nom propre. Une SCI à l'IS, c'est quasiment une compagnie commerciale avec des amortissements, des frais, des déductions, beaucoup de choses. Donc voilà, après il y a l'écriture des statuts. Ça, c'est un chapitre que j'ai lu, relu. Faut savoir que les statuts, il faut mieux les faire comme il faut la première fois. Parce que les réécrire, c'est compliqué et ça engendre des frais. Et si on les a pas écrits comme on le souhaite ou comme on pourrait le souhaiter à l'avenir, c'est la partie sur laquelle j'ai essayé. On a passé beaucoup de temps avec moi, c'est ma notaire qui m'a aidé à écrire les statuts de la SCI. On a passé beaucoup de temps à vraiment envisager toutes les opportunités qui pourraient venir. Donc à être très très large dans l'écriture des statuts pour que la SCI puisse
tout faire légalement. Évoluer, quoi. Voilà, donc elle peut prendre des participations dans des sociétés commerciales, étrangères, d'autres SCI, elle peut me prêter de l'argent, elle peut... Enfin, vraiment, on a essayé de faire le plus large possible pour que justement on n'ait pas de mauvaises surprises plus tard et je ne me trouve pas à devoir recréer une SCI ou à changer les statuts de ma SCI actuelle. Ouais. Et ça, c'est un chapitre qui est long, qui peut paraître un petit peu lourd parce qu'il y a beaucoup de choses, donc il ne faut pas hésiter à le relire, à le reprendre, à prendre des notes, à poser des questions à Julien, qui est, je le dis au passage, toujours disponible pour répondre. Il prend toujours beaucoup de temps et il répond de manière très claire et très concise. Ça, c'était vraiment une partie que j'ai énormément appréciée. La transmission aussi. Ouais. Hein, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que si on transmet mal, on peut perdre beaucoup. Ça peut coûter cher et j'avoue que moi, j'en suis pas encore là, oui. Mais ni même mes parents d'ailleurs, mes beaux-parents un petit peu. Ça fait toujours mal au cœur de perdre un certain pourcentage de quelque chose pour lequel on a travaillé toute notre vie, pour lequel on a fait des sacrifices. C'est toujours plus agréable de le transmettre et que les gens à qui on le transmet, donc les enfants ou autres, parce que ça peut être des individus lambda ou des petits-enfants, des neveux. La SCI a aussi cette souplesse-là on s'écarte beaucoup du cadre très strict de la succession légale quand on transmet un bien de nom propre à nom propre. La SCI permet beaucoup plus de souplesse et de le faire en payant une imposition qui est, je dirais, plus raisonnable au vu, voire quasi nul si tu t'y prends bien. Quasi nul, voilà. Sur des patrimoines. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, tout au long de la vie de mon immobilier, je veux dire, je paye des taxes tous les ans, oui. Je paye beaucoup de frais, je fais vivre beaucoup de gens autour de mon immobilier, oui. Je loge des gens, oui. J'ai la prétention de dire que je les loge bien dans des bons appartements. Bon, après, il faudrait demander l'avis de mes locataires, mais voilà, je pense qu'on fait quand même beaucoup de bien à la société en règle générale, de manière indirecte, des fois très indirecte, oui. Mais on fait quand même un certain acte social et économique en investissant dans l'immobilier. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens à cœur, qu'on reconnaisse ça. Voilà, surtout quand on commence à en avoir un certain volume. Il y a quand même beaucoup de gens qui comptent sur moi pour avoir un toit sur la tête. C'est une responsabilité que je prends très à cœur, que je prends très sérieusement. Mais c'est vrai que c'est un service que tu rends. Le jour où je pourrais en profiter, j'aimerais bien en profiter bien. Donc voilà, la SCI permet ça. Mais pour qu'on le permette, il faut savoir l'utiliser et connaître beaucoup de lois qui ne sont pas forcément très accessibles et écrites de manière très intelligible. Oui, parce que il y a quand même pas mal de trucs compliqués et la SCI touche à beaucoup d'aspects, que ce soit la situation maritale, la situation familiale, le droit de la succession, donc forcément le droit de si t'es marié, pacsé, tout ça change. Et puis après ça touche aussi au droit immobilier, les régimes fiscaux, etc. Et c'est vrai que c'est bien de connaître ça. Et tu me disais à la table que tu avais suivi aussi la formation dans l'optique de pouvoir pas te faire les statuts toi-même, mais de pouvoir être capable d'emmener le professionnel là où tu souhaitais. Quoi. Moi, c'est mon credo. Alors, Julien connaît les détails, mais je suis quelqu'un de relativement occupé dans ma vie professionnelle. Puis j'ai un rythme de travail très irrégulier. Donc, moi, j'ai besoin que mon immobilier, je peux consacrer du temps à trouver le bien, décider des rénovations, aller chercher le financement, rentrer dans les devis très précisément avec mon spécialiste de la rénovation immobilière avec qui je travaille tout le temps. Mais une fois que ça s'est fait, j'ai plus le temps de m'en occuper. Une fois que tout ça est fait, je suis très peu mon immobilier. C'est en gestion. J'ai beaucoup de gens qui s'en occupent. Et donc, c'était important pour moi, pour trouver tous ces bons professionnels-là, pour bien leur transmettre ma vision de l'immobilier, ce que je veux, ce qui est acceptable pour moi, ce qui ne l'est pas. Et on rentre dans des domaines très larges, les rénovations, mais la location, je veux un certain type de locataire, etc., etc. Il y a des choses qui sont importantes pour moi. Il y a des valeurs, il y a des nécessités économiques aussi qui font que, pour bien m'expliquer, j'ai besoin de savoir de quoi je parle. Donc, que ce soit en termes de connaître le marché sur le Havre, alors comme beaucoup de monde, je passe un temps infini sur le Bon Coin, parce que j'ai besoin de connaître, je connais aussi très bien ma ville, j'ai toujours une carte du centre-ville du Havre sur mon bureau que j'emmène avec moi quand je voyage. On a Internet partout de nos jours, donc le Bon Coin, je l'ai partout, j'ai des systèmes d'alerte. Donc voilà, moi quand je parle à mon agent immobilier, quand il me présente quelque chose, je suis dans tel quartier, je sais que ça vaut tant le mètre carré. Je sais que ça va me coûter tant le mètre carré à rénover, je sais que je vais pouvoir le louer tant au mètre carré à la location. Rendu là, je prends mon téléphone, j'ai des petites applications, c'est rapide. Le calcul à faire, c'est rentable ou c'est pas rentable. La notaire, ça a été la même chose. Je voulais aller la voir en sachant, donc j'ai suivi des blogs ou des formations, des livres sur
l'acte notarié dans le cadre d'une vente, Ouais. pour savoir par exemple la différence entre prêteur de deniers et hypothèque, etc., etc. Alors des fois je repose des questions à des professionnels comme Julien parce qu'on oublie les choses ou on n'arrive pas à savoir tout savoir. Mais la formation SCI m'a permis justement d'aller voir ma notaire et quand je suis allé la voir, j'avais déjà une vision très claire de ce dont j'avais besoin. Voilà. Ce que je voulais, c'était un professionnel avec moi pour m'assurer qu'il n'y aurait pas d'erreur. Et en plus, ça met toujours une petite couche au niveau responsabilité personnelle. C'est un petit peu comme la gestion qui est faite de mes appartements par un professionnel de la gestion. Il a une certaine responsabilité, il a une assurance qui est engagée. Moi, à titre personnel, ça me protège un petit peu. Exactement. Advenant que quelque chose arrive, tout ne me retombe pas dessus. C'est pas Julien Durban est responsable d'une inondation, un incendie, n'importe quoi. Que sais-je, je ne souhaite à personne que ça arrive. Mais si ça devait arriver, je me suis entouré de professionnels qui ont ce qu'on appelle devoir de diligence. Particulièrement le notaire, il faut savoir que le notaire, il a devoir de renseignement, devoir de diligence, devoir d'expliquer, de s'assurer que les choses ont été bien comprises par la personne qui est en face de soi. Oui. Et ça, en plus, je le dis au passage, c'est gratuit. Donc moi, je ne me gêne pas, j'appelle ma notaire énormément. Et on se parle très souvent au téléphone. Mais ils ont cette obligation-là. On leur donne un droit, ils peuvent charger plein de taxes sur plein de choses. La contrepartie de ce droit-là, c'est qu'ils ont un devoir d'information et de renseignement pour les gens. Donc quand je dis ça, j'en abuse pas non plus. Ma notaire est quelqu'un de... Et puis oui, enfin, tu le fais avec ta notaire, c'est-à-dire qu'elle a des contreparties sur des actes que tu lui confies, etc. J'appelle pas un notaire pour lui poser une question comme ça. Je l'ai pas pris son nom ils dans n'aiment pas l'annuaire. du tout. Moi, c'est pareil. Mon notaire, la première fois que je lui ai posé des questions avant de faire la première vente, il n'était pas chaud pour me renseigner trop, même si effectivement il a ce devoir d'information publique. Mais là, on est rendu à 3 ventes ensemble. Voilà. Effectivement, Je fais confiance aujourd'hui. Elle sait que elle est sur toutes mes ventes et toutes mes opérations. Donc je pense que je la rémunère de manière juste par rapport à ce que je lui demande en termes de renseignement. Mais donc la formation était là pour te permettre de bien coacher, on va dire, de driver, d'avoir la vision de ce que tu voulais faire de la pour SCI. devenir un connaissant de la SCI. Et être sûr de pouvoir contrôler, on va dire, son travail et avec la sécurité que ça t'apportait. Et de la diriger dans les bonnes directions. Oui, bien sûr. Même si elle a l'habitude qu'elle est professionnelle, elle a beau me poser plein de questions, elle va pas forcément rentrer dans ma tête et voir ma vision. Donc il faut, je pense, c'est un bon investisseur immobilier, qu'il gère tout ou qu'il ne gère pas, même pour s'adresser à un agent immobilier, si vous débarquez dans une ville et vous lui dites « moi je veux faire une bonne affaire », il va y avoir tellement de possibilités qu'il ne va pas savoir où vous emmener. Donc il faut leur donner des pistes, des quartiers, des surfaces, des tailles, des types de locataires. Il faut démarrer quelque part et savoir un petit peu ce qu'on veut. Et ben avec la SCI, c'est exactement la même chose. Oui. Donc voilà, donc tu as fait une SCI avec tes 2 filles pour une optique de transmission de patrimoine. Oui. Et l'immeuble qu'on voit derrière, c'est pas forcément du tout pour du patrimoine, ça serait plutôt pour tirer du revenu, c'est de l'investissement locatif. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous expliquer le cadre du projet, avec qui tu t'es associé? Alors le cadre du projet, j'ai des super agents immobiliers, donc ils m'ont trouvé un bien, même si je savais qu'il était en vente sur le marché, mais eux l'ont eu au prix qui fait qu'il est intéressant. Donc une fois la première visite faite, j'ai su que le projet était bon, qu'il était solide, que les chiffres étaient là, l'emplacement, tout. Seulement, moi, je ne voulais pas me rendre à mon maximum d'endettement. Et j'ai en même temps mon père qui prend sa retraite très prochainement dans les mois qui s'en viennent et qui lui cherchait un complément de revenu. D'accord. Donc je l'ai tout de suite appelé. J'ai souhaité l'associer. Et alors on pourrait se dire en famille, il n'y a jamais de problème, on arrive toujours à s'arranger. Mais par expérience, je sais qu'avec une SCI au milieu, avec des statuts, avec une certaine enveloppe légale, c'est beaucoup plus facile. Donc on s'est associé dans une SCI à 50-50. Il y avait aussi pour moi qui était quelque chose de très important. Je ne souhaitais pas que mes frères et sœurs, on est 4 enfants, je ne voulais pas que mes frères et sœurs se retrouvent dans la SCI avec moi, donc à 12,5% chacun, parce qu'ils auraient eu un quart des 50% de mon père. Non pas qu'ils ne sauraient pas, que je ne souhaite pas gérer avec ça, mais ça ne me tentait pas. Donc ça, encore une fois, les statuts de la SCI, ça nous a permis d'écrire que les héritiers de mon père n'auraient pas automatiquement la transmission des parts. Voilà. Et en fait, moi, je suis numéro 1 sur le rachat des parts de mon père. Donc il y avait la question de comment on estime le bien, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été une question qui a été comblée par mon expert comptable qui m'a répondu comment ça se faisait, etc., etc., etc. Et donc voilà, je rachèterai les parts. Il y aura un chèque qui sera fait par la SCI, moi je réemprunterai et mes frères et sœurs auront un quart du montant du rachat des parts de mon père au moment où ça arrivera. Voilà. Donc encore une fois, encore quelque chose que la SCI permet.
qui aurait été beaucoup plus compliqué en dehors du cadre, voire même impossible. L'immeuble là acheté tous les deux en indivision, en cas de décès de ton papa, c'est clair que hop, tu te retrouvais automatiquement avec tes frères et tes sœurs que j'aurais pas pu forcer à sortir de l'indivision aussi. Voilà, et qui aurait pu poser plein de problèmes de gestion, et du coup un beau projet qui vous rend heureux dans la vie devient un enfer qui vous empêche de dormir. Exactement. Donc moi j'ai prévu ça aussi dans mes statuts. Effectivement, je suis associé avec ma maman et je suis prioritaire pour le rachat des parts aussi parce que j'ai pas envie effectivement qu'il y ait des batailles avec mes sœurs. C'est pas le but. Effectivement, voilà, si on fait du business, il faut savoir à qui on s'associe et dans quel cadre. Et la SCI permet de fixer ces statuts-là. Dans les statuts, ça permet de fixer des règles, alors qu'en indivision, les règles on les subit et elles sont pas toujours. C'est pas toujours intéressant, on va dire, c'est beaucoup moins souple que la SCI. Et donc SCI 50-50 avec ton papa. Et moi, mes 50% sont achetés par la SCI dont on vous a parlé il y a quelques minutes, celle qui existe déjà, qui est ma SCI originelle. Voilà. Donc mes 50% sont déjà 2% à mes filles, 96% en nue propriété usufruit et 2% qui me restent à moi sur les 50% de cette SCI là. Voilà. Alors, donc c'est ce qu'on appelle une holding. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, dans les statuts, Julien, donc sa première SCI avec les deux filles, a dit qu'il avait prévu un objet très large et ça implique la détention de parts d'autres sociétés, des sociétés commerciales et en l'occurrence ici. L'immeuble a été acheté par une autre SCI et ça t'a permis de rentrer 50% de la valeur de l'immeuble dans ta SCI, mais c'est deux structures juridiques qui sont différentes. Voilà. Donc tu l'as compris, il y a déjà une belle maîtrise de l'outil SCI par Julien. Il a été loin dans les réflexions et si on va vraiment pousser loin, on va parler de ce qu'on a parlé à table ce midi. À savoir comment est-ce que tu sors le cash de la SCI à l'IS. Moi, mon problème aujourd'hui, je ne suis pas sûr de vouloir réellement sortir des revenus parce que j'ai mon travail qui me permet de vivre tous les jours. Je suis plutôt dans une phase d'investissement, mais c'est vrai que je me dis, advenant, je ne sais pas, que je vais y passer plus de temps avec mes enfants, que j'ai un projet de voyage, une vie qui change. Comment est-ce que je pourrais utiliser tout ça? Parce qu'il y a particulièrement avec l'immeuble, il y a de l'argent qui est dégagé mensuellement. Et donc, le seul problème de la SCI à l'IS, un petit peu, c'est qu'à cause des amortissements, comptablement parlant, on n'a pas réellement de bénéfices dans les premières années. Alors c'est très bien parce qu'on ne paye pas d'impôts du coup, mais qui dit pas de bénéfices, dit pas de dividendes. Donc là, on tombe sur un problème un peu plus complexe où il faut trouver des petites astuces ou alors partir différemment. Alors Julien m'a proposé plein d'options. On a discuté en fait avec Julien on a la même structure quasiment parce qu'on est dans des SCI à l'IS avec des amortissements, donc des dégagements de bénéfices, enfin pas de bénéfices mais de trésorerie. D'accord. Et moi si j'ai choisi l'option à l'IS, c'est bien pour éviter de payer mes impôts à l'IR avec de l'argent que j'ai pas parce que je suis en train de rembourser des crédits et pour avoir de l'argent dans la société civile immobilière qui peut me permettre de faire des apports de complément pour emprunter. Je suivais plus Julien. Puis on a aussi parlé d'utiliser l'argent éventuellement pour faire de l'investissement locatif. D'autres investissements locatifs, des appartements qui pourraient être dans la SCI à l'IS ou dans une nouvelle SCI à l'IR, auquel cas là je récupérerai, parce que je vais me mettre à payer un peu plus d'impôts prochainement à cause de mes salaires, donc ça me permettrait de récupérer un petit peu de déficit foncier qui évitera, qui me gardera dans la bonne tranche d'impôt, on va dire, qui allégera un petit peu la facture annuelle. J'ai aussi d'autres projets, Julien sait que j'aime beaucoup les terres, notamment de notre belle Normandie, donc j'ai des projets de planter des arbres comme source de revenus. C'est très bon pour la planète, j'ai une conscience écologique, mais je le fais aussi sur un plus long terme, là, pour ma retraite, planter des arbres qui représenteraient un revenu au moment de leur coupe et de leur vente, tout simplement. Donc tout ça pourrait être financé également par le surplus de trésorerie que cette opération immobilière-là va me générer. Voilà. Donc pour résumer, la SCI à l'IS, le principe, c'est vraiment un allègement d'impôts
de l'amortissement pour dégager de la trésorerie, et donc cette trésorerie, on ne peut pas la sortir immédiatement, enfin en tout cas tant que les prêts sont en cours. Une fois que les prêts sont plus là, on va pouvoir utiliser cette trésorerie. Donc c'est plutôt quelque chose à long terme, mais c'est surtout un effet boule de neige, hein. C'est-à-dire que, et c'est exactement l'objectif moi que je poursuis avec ce modèle-là, et puis toi aussi, c'est-à-dire d'avoir vraiment de la trésorerie disponible, et comme ça un peu réduire ton taux d'endettement, parce que plutôt que faire appel à la banque, tu peux te permettre de faire des apports avec le cash qui est disponible dans la SCI à l'IS, que tu n'aurais pas si tu avais acheté en direct, puisque tout l'argent parterait. De nouvelles opérations qu'on peut faire cash, des petites surfaces immobilières, un ou deux garages. Après, les options sont multiples et vastes, mais c'est vrai que moi j'ai compris la SCI à l'IS le jour où, alors c'est pas de toi la formule, je m'excuse, je l'ai lu dans un livre de quelqu'un d'autre, et en fait la personne disait c'est une cash box, excusez l'anglicisme, c'est une boîte à argent. Tant que l'argent reste dedans, à moins qu'il y ait énormément de bénéfices, mais il n'y a pas d'imposition. Et c'est souvent ce qui se passe avec les amortissements d'un bien immobilier, il y a quand même de grosses valeurs à amortir, donc on se retrouve avec de l'argent dans cette boîte-là, et tant que vous ne le sortez pas, il n'y a pas d'imposition. Et on peut l'utiliser. La souplesse de la société civile, quelle qu'elle soit, même une SCI spécialisée à l'immobilier peut jusqu'à, je ne sais plus le pourcentage, mais aller dans d'autres domaines d'activité que l'immobilier. Bien sûr, elle peut détenir d'autres valeurs. En banque, elle peut aller en bourse. Placement en banque, pas tout, parce qu'il y a les PEL, tout ça, elle ne peut pas. Mais financer une petite entreprise qui pourrait être la vôtre ou celle d'un proche, acheter des actions, acheter des actions, voilà. Donc vraiment, et cet argent-là, il est là. Tant qu'il le surplus de trésorerie, il est là et on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Vraiment. Donc c'est intéressant pour générer de la trésorerie. Moi, je trouve ça génial. C'est un vrai outil d'investissement. Et avec le loisir aussi, effectivement, une fois qu'il y a du cash dans la SCI, de le sortir au moment opportun. Oui. Parce que souvent à la retraite, on se tape, alors ça dépend des métiers, mais bon, c'est entre 30 et 80% de perte de revenus. La personne qui perd 80% de ses revenus, ça veut dire une chute d'imposition et de revenus brutale. Et ça peut être très intéressant d'avoir gardé ces finances-là pour faire un complément de retraite où là, on sort l'argent en payant beaucoup moins d'impôts sur le revenu que quand on est en activité avec des gros salaires. Hein, parce que souvent, les gens qui perdent 80% de leur salaire, ils partent déjà de haut, quoi. Donc, ils n'ont pas besoin forcément de sortir l'argent maintenant et ils peuvent le sortir plus tard dans le cadre d'une mise à la retraite ou d'un projet de mi-temps, un changement de vie. Absolument. Si ça a été fait jeune, on n'a plus le problème. Il y a des bénéfices qui sont dégagés tous les ans. Donc là, et du coup, un gros surplus de trésorerie si la SCI n'a rien fait d'autre qu'avoir ce bien-là pendant toute sa vie, ces 15-20 ans d'amortissement. Et donc là, effectivement, on arrive à un moment donné où c'est le temps de sortir l'argent. Et on peut, alors dépendant les années, sortir. C'est ça aussi qui est formidable. C'est pas une retraite qui tombe fixe tous les mois et votre impôt est fixe aussi tous les ans, enfin bien qu'en ce moment il fluctue énormément, mais on va partir du principe que c'est fixe. La SCI peut vous permettre, une année, vous aidez beaucoup vos petits-enfants, vous voulez sortir un dividende de 30 000, vous sortez un dividende de 30 000. L'année d'après, vous êtes resté chez vous à pêcher et lire des livres toutes les après-midi, vous avez besoin de 15 000, vous ne sortez que 15 000. Voilà. Et avec, bien évidemment, la fluctuation d'impôt qui va avec. Donc c'est aussi une... C'est un avantage. Moi j'aime pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire, pour moi. Oui. C'est un peu mon credo dans la vie, c'est je suis moi-même. Donc avec la SCI, tu as trouvé un bon outil. C'est formidable. Pour la transmission, parce qu'au final, la semaine prochaine, quand tu es repassé chez le notaire, tout est transmis à tes filles. Il devait malheureusement m'arriver quelque chose. Mes filles sont protégées et tout ce pourquoi j'aurais travaillé et que j'aurais sué fort sera à mes filles. Voilà. Et sans imposition. Voilà. Par rapport à la valeur du patrimoine, ce sera même moins d'1%, donc c'est quasiment zéro. Et avec toute la possibilité aussi, comme tu es passionné d'immobilier, de pouvoir réinvestir grâce à la machine à cash en fait que représente la SCI à l'IS. La souplesse aussi avec de faire des affaires avec ton papa sans impacter vraiment sans histoire de famille. Exactement. Donc, sans générateur d'histoire de famille. Donc c'est très bien et lui ça lui convient aussi finalement. Je pense que j'ai l'impression un peu qu'il a pris la piqûre de l'immobilier, donc à mon avis il y aura d'autres projets, d'autres aventures avec mon père. C'est quelque chose auquel on prend beaucoup de plaisir de réaliser tous les deux. C'est aussi souvent, alors là ça sort du cadre de la SCI, mais moi je trouve que c'est souvent des belles histoires. Nos histoires d'immobilier, ça va jusqu'au locataire à la fin. Je sais pas, moi je tire beaucoup de fierté de tout ce que je fais là-dedans. J'aime beaucoup en parler, ça me passionne complètement. Et c'est vrai que c'est très chouette. Mais sans la SCI, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
Parce on est dans un cadre législatif qui est quand même extrêmement souple. Il y a beaucoup de restrictions. Voilà, c'est restreignant, c'est moins souple. Et la SCI permet d'y associer des amis, de la famille, éloignés, proches. Voilà. C'est évolutif. Ça demande un petit peu de travail, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ok. Bon, bah, écoute, je te remercie, Julien. C'est moi qui te remercie. Un petit dernier mot pour la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire voilà, par rapport à la formation stratégie SCI pour convaincre les lecteurs qui pourraient regarder cette vidéo? Toi, alors, tu l'as suivi. Des choses que j'ai déjà dit. Julien, c'est quelqu'un de compétent, avec une belle moralité. Je ne veux pas lui lancer des fleurs, mais il n'est pas juste là. C'est pas un vendeur d'assurance. Et encore, j'ai rien contre les vendeurs d'assurance, mais vous comprenez le cliché que je veux utiliser. Il fait les choses de manière très pédagogique, très éducative, très diligente, avec beaucoup de. Je pense que ça se sent quand on le voit dans ses vidéos, ça se voit quand on lit, quand on suit ses vidéos. C'est fait avec une simplicité qui fait qu'on se sent tous capables d'y arriver, mais aussi avec beaucoup de professionnalisme et d'opportunité. Il a vraiment creusé les choses très très loin. Je peux, titre de fierté pour Julien, il a appris des choses au monde notaire qu'il avait oublié. Bon, il l'avait sûrement lu à un moment donné à l'école de notarial, mais qu'il y avait des choses qu'il avait oubliées. Et donc Julien va loin dans ses recherches. Il fait attention de ne pas vous donner de mauvaises informations, d'informations biaisées. Quand il vous met entre les mains un outil qui est puissant, mais la puissance est à double tranchant, vous pourriez vous retrouver dans de mauvaises situations si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Il met toujours les points d'interrogation, les points d'exclamation. Faites bien attention à ce que vous faites à ce moment-là. Réfléchissez à ce que vous faites à ce moment-là. L'immobilier engage souvent pour plusieurs décennies. Donc il faut quand même un petit peu aller de l'avant et pas juste réfléchir à la première année, aux 6 premiers mois. Mais voilà, après c'est simple, c'est bien fait, c'est en ligne. On en rigolait beaucoup, mais quand j'ai suivi la formation, j'écrivais à Julien, j'étais en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, enfin bon. C'est en ligne, donc vous pouvez les suivre n'importe où vous êtes sur la planète. Tant que vous avez une connexion Internet, il n'y a pas de problème. Il assure très bien l'après-vente. Donc quand vous avez des soucis, qu'il y a des choses, qu'il y a des questions par la suite, ça lui fait toujours plaisir de vous répondre. Il est toujours présent. Et puis, en plus, si vous faites une SCI à l'IED par la suite, c'est déductible. Allez-y. Les frais de formation pour devenir investisseur immobilier sont déduits dans le cadre d'une SCI à l'IS. Donc, non, n'hésitez pas. C'est vraiment, ça vaut. Les livres, c'est bien, mais à un moment donné, vous êtes tout seul face à vos pages, dans votre bureau. Il y a aussi l'effet groupe que j'ai beaucoup apprécié. Il y a les réunions. Alors j'ai eu beaucoup de mal à y participer parce que j'étais au travail à ce moment-là, j'étais peu disponible. Mais on est quand même, on s'échange des mails, on s'échange des commentaires après chaque session de cours. Donc on voit d'autres gens qui posent d'autres questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc vous apprenez d'autres choses. C'est une ouverture d'esprit, un partage qui renforce aussi la confiance en soi. On a tous un petit peu, on procrastine un petit peu avant de se lancer dans l'immobilier. Ça nous fait tous un peu peur. On a tous entendu des histoires d'horreur. Ça, il y en a plein. La plupart du temps, elles sont toutes fausses. Ou elles sont toutes le fruit de gens qui sont justement mal informés, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et là, c'est vrai que si on ne sait pas ce qu'on fait, on peut s'embarquer dans des histoires affreuses qui peuvent tuer un patrimoine. Tout à fait, c'est possible. Mais il y a aussi des gens qui créent des fortunes. Voilà, il faut savoir que le pourcentage le plus gros de gens qui sont partis de rien et qui sont devenus des gens très très riches sur la planète, le plus gros pourcentage, ce sont des gens qui l'ont fait grâce à l'immobilier. Il ne faut jamais oublier ça. C'est vraiment quand vous n'avez pas de l'argent de famille, quand vous ne sentez pas la fibre entrepreneuriale dans le sens créer vraiment une très grosse compagnie, quelque chose qui va devenir gigantesque. L'immobilier, ça vous permet de faire les choses à votre manière, avec vos convictions, et de réellement se créer un patrimoine qui peut à un moment donné représenter quelque chose de très sérieux. Donc, voilà, on laisse passer la voiture. Donc, c'est ça. Il y avait aussi l'effet échange et partage qui était très important, que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi des gens qui étaient dans les mêmes situations que moi, donc ça permettait de se comparer, de se motiver, de se donner des tuyaux. Bref, la formation en elle-même était une expérience très agréable. Voilà, je dirais pas que ça vaut prendre une semaine de vacances, mais on n'en est pas loin quand même. C'était vraiment, moi j'allais avec plaisir aux présentations des sessions, des cours. C'était un moment très sympa, très enrichissant, une belle expérience humaine. Voilà. Merci. Bon, pour moi aussi, une belle expérience humaine. Voilà, j'hésite pas. Voilà, quand avec Julien, on se connaît, on a eu le temps d'échanger. Il avait des projets et moi, j'ai plaisir en fait à aider des personnes comme lui
parce qu'il y a des vrais projets derrière, il y a des vraies questions. Et il sait s'entourer, Julien, de professionnels, et j'ai le plaisir d'en faire partie. Et moi, j'ai beaucoup aussi appris aujourd'hui en discutant, parce que voilà, on a vu l'immeuble, il y a des projets derrière dont on n'a pas eu le temps de parler. On a surtout axé l'interview sur les SCI, mais voilà, c'est gagnant-gagnant. Et c'est vrai que voilà, dans l'immobilier, on est plus fort en groupe. Oui, absolument. Et ce qu'on sait, les informations qu'on a, ça a une vraie valeur dans l'immobilier, hein, aussi bien sur les SCI, mais sur les découpages d'immeubles, le droit, tout ça. Sur énormément Donc, de choses. faut pas hésiter à se former et à échanger avec des gens. Et moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, dans mon histoire d'investisseur personnel, et que j'ai voulu faire aussi à travers le blog. Et voilà, je suis content que Julien soit content de ça. Et changez vos erreurs, parce que les autres en apprendront et vous ferez la même chose, vous apprendrez des erreurs des autres. Échangez vos belles expériences, exposez vos questions, n'ayez pas peur, il n'y a jamais de questions trop bêtes. Ce qui est bête, c'est de ne pas poser les questions et de faire des erreurs. Voilà, allez-y, foncez. Bon. Merci Julien, à une prochaine. À bientôt, salut.